Hilda qui doit malheureusement nous laisser. Donc, vas-y, Hilda. Oui, mais vous savez, dans le monde des offres et le monde corporatif, parfois, il y a des problèmes, des conflits d'horaires. Donc, bienvenue à cette troisième webinaire qu'on présente. Et cet webinaire, ça va être plutôt un partage de travail qu'on a commencé à faire et aussi un échange sur les différents sujets qu'on aimerait explorer pour le reste de l'année. Et je pense qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants pour tous. L'un des sujets, c'est certainement comment est-ce qu'on appelle toute la terminologie qui existe déjà en anglais, mais comment est-ce qu'on adapte en français. Il y a certaines sociétés qui travaillent en anglais pour tout ce qui est lié au proposal management. Il y a d'autres sociétés qui insistent à essayer de travailler en français. Et après ça, je sais que quand on fait des offres à l'international, il y a comme un conflit parce que ce n'est pas tout à fait la même terminologie. Je pense que l'effort pour traduire les PMBOK, ça va être des bénéfices à beaucoup de personnes qui travaillent sur l'environnement francophone. Donc, bienvenue. Vous restez avec Anne, Sandrine et Peggy. Et certainement, on reste en contact pour les prochains webinaires. Ok. Merci, Hilda. À bientôt. Bonne Merci. journée. Bye bye. Salut, Hilda. Alors, vous avez effectivement, on excuse aujourd'hui Delphine, malheureusement, qui ne peut pas être là non plus. Nous avons aujourd'hui plusieurs sujets. Le principal, c'est on va avoir besoin de vous pour travailler sur ces traductions de termes majeurs, de termes, de mots en anglais, qu'on va retrouver dans beaucoup d'articles ensuite que nous souhaitons traduire. Et on a pensé que ça serait bien de vous associer à cette démarche. Parce que vous êtes entièrement partie prenante et puis parce qu'on a besoin aussi de support et ça sera encore plus riche. Donc l'idée c'est on a déjà commencé à lister certains mots en anglais qui reviennent assez souvent dans les articles qu'on a pu lire et on a besoin de vous pour les traduire. Donc l'idée ça sera de passer déjà en revue, de s'entendre sur ces premiers mots. Je crois que Sandrine, Peggy, de mémoire, il y en a une quinzaine, une vingtaine pour l'instant, mots ou expressions. Et puis ensuite, on voudrait former des comités un comité de traduction avec des binômes. Alors l'idée, ça va être de vous envoyer, je pense qu'on va faire un doodle avec des articles ensuite qui seraient à traduire et des articles qui sont essentiels pour passer la certification, des articles que Sandrine a identifiés comme essentiels. Et l'idée, c'est ensuite de former des binômes pour que vous puissiez travailler sur un article qui vous intéresse et qui vous parle, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est l'idée majeure de ce webinaire aujourd'hui. Et puis on va vous donner aussi quelques news de l'association. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis notre dernier point. Et puis voilà, ensuite répondre à toutes vos questions. Et puis aussi peut-être choisir le thème du prochain webinaire qui sera animé par Peggy. Voilà. On va peut-être commencer. Alors, je vais partager mon écran pour commencer. Voilà, comme ça, vous aurez tous les sujets en tête. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez déjà des premières questions sur le déroulé d'aujourd'hui? Alors, je vois pas. Clair, oui. Ouais, je vois pas si vous mettez dans le chat. Donc, Peggy, Sandrine, dites-moi. Parce que ça passe à l'écran. Bon, super. Donc, on va passer sur l'Excel. Vous allez voir, on a un Excel qui récapitule les premiers termes dont nous avons besoin. Alors, non, ça, c'est le sondage. Pardon. Écoute, c'est pas grave. On est sur le sondage. Peggy, peut-être que tu peux nous dire pour le prochain webinaire et puis on passera à la traduction après. Ouais, on peut commencer par ça. Merci, Anne. Parmi les différents sujets qui sont les sujets sur lesquels la certification Foundation porte, sur lesquels les questions principales de la certification Foundation portent, il y a entre autres ces deux thèmes-là, Review Management et Compliance and Responsiveness. Donc, ces deux sujets, moi, sur lesquels je me sens vraiment à l'aise à présenter, et on s'est dit, plutôt que nous on choisisse entre nous, on va faire un petit sondage pour voir parmi les participants à ce prochain webinaire, quel est le thème que vous préfériez
préféreriez voir abordés. Donc, le sondage a été lancé la semaine dernière. Il y a encore une semaine pour pouvoir voter. Vous voyez à l'écran la situation actuelle du sondage. Il y a eu 7 votes. Pour le moment, c'est le sujet Review Management qui arrive en tête. Donc, n'hésitez pas à venir voter, à faire partager, à faire connaître ce sondage pour qu'on ait le maximum de réponses possibles et pour qu'on puisse choisir un thème qui va convenir au maximum de personnes. On choisira le thème à l'issue de la semaine de sondage qui reste et ce sera le thème qui arrivera en premier qui sera retenu pour ce sondage qui aura lieu début avril, le 2 avril. Voilà. Et puis si ça marche bien comme ça, si c'est aussi une demande de votre part, on a aussi besoin de retour de votre part sur d'autres thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions. N'hésitez pas à nous en faire part aussi par un commentaire directement sur le site. Et pour ajouter, si vous avez des thèmes que vous souhaitez présenter, on est aussi ouvert. Vous êtes tous professionnels de ce métier-là. Et s'il y a des thèmes que vous voulez partager avec la communauté, ils sont les bienvenus. Tout à fait. Alors, moi, juste pour compléter, ça peut être un thème métier, autour d'une problématique métier, mais ça peut être aussi un retour d'expérience. Sur votre propre expérience. C'est pas nécessairement un thème du blog, ça peut être un sujet vraiment ouvert sur lequel vous aimeriez vous partager de l'information et partager votre retour, votre avis, vos bonnes pratiques à vous sur ce métier de la vente. Exactement. Alors, on va vous présenter maintenant l'Excel que nous avons construit avec les termes que nous avons déjà identifiés parce que certains d'entre nous ont déjà traduit des articles. Vous pouvez voir ici le terme qui existe et puis juste après, dans la colonne suivante, c'est la définition en anglais qui est donnée directement dans le BOC sur le site de l'APMP. Voilà, donc l'idée, c'est de s'entendre tous ensemble sur une traduction en français. Qu'on va définir ici. Et puis, vous voyez que nous, on a déjà commencé chacune à essayer de donner notre feedback et notre ressenti. Donc, on a un petit peu plus une toute petite vingtaine de termes. On va commencer par le premier. Alors, on a un terme qui revient souvent, qui est Action Caption. Moi, personnellement, je l'utilise pas forcément tout le temps. Mais voilà, on a une première définition qui est légende proactive, légende explicite. Est-ce que ce terme vous parle à vous déjà ? Est-ce que vous l'utilisez et quelle traduction vous en donneriez ? Alors, pour être honnête, je me suis enfin plongé dans le glossaire et et en l'occurrence, Action Caption, moi ça me parle pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc j'avoue que et même la légende française, j'avoue qu'elle me parle très peu. Bienvenue au club, voilà. Un peu pareil. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'entre vous alors qui va essayer de nous expliquer ou nous donner un peu plus d'infos ? Où est-ce qu'on passe ? Oui, bonjour, je m'appelle Shadi, c'est ma première participation. Bienvenue. Merci, ma caméra n'est pas encore reconnue par mon système, c'est un nouveau système que je viens de recevoir, donc je présente mes excuses. Donc je dois tout d'abord dire que disons, le français ce n'est pas ma langue maternelle, par contre je suis francophone et je travaille en Suisse. Disons, je suis responsable de l'équipe de lead manager chez Swisscom pour la Suisse romande. Et si on parle d'Action Caption, personnellement, j'utilise simplement légende. Et les gens autour de moi l'utilisent aussi. D'accord. Ou Delphine, Sandrine, Delphine n'en est pas là, mais Sandrine, toi, tu l'utilises, ce terme ou... Alors, je ne l'utilise pas forcément, mais par contre, au sens de la PMP, c'est ça qui est important à se rappeler toujours, c'est que les termes sont importants par rapport à la certification. Moi, tel que je le comprends au niveau de la définition de la PMP, c'est que c'est plus qu'une légende, c'est une légende qui doit donner une information. C'est pas juste graphique numéro 1. C'est une légende qui va expliquer, Parlante, qui va ajouter des bénéfices, qui va vraiment aider à comprendre le graphique.
D'où ta définition légende explicite. D'accord. Peggy, pour toi? Ouais, moi je suis partagée parce que j'utilise le terme légende, tout simplement. Mais je suis d'accord avec Sandrine, dans la définition de la PMP, c'est plus que une légende, c'est pas juste un titre de tableau de figure comme on a l'habitude de le mettre. C'est pas juste un titre. C'est à nous de venir inventer la traduction qui va à la traduction de la PMP avec soit légende explicite, légende informative ou légende active. Je ne sais pas après quel terme rajouter, quel terme serait le plus approprié. Peut-être légende informative est pour pas mal aussi. À trouver un terme qui va venir compléter. Peut-être voter après. Légende informative, c'est peut-être redondant. Ce qui collerait le plus, ouais. Mais enfin. Si vous voulez, ce qu'on peut faire là, c'est dans le chat, chacun, parce que tout le monde ne veut peut-être pas s'exprimer, mais chacun met du coup là sur les 3-4 termes qu'on a cités, sa préférence, et puis on fera au maximum, à la majorité, on choisit ce terme-là et on acte. On a le même problème de chat que la dernière fois. On voit le chat du mois de décembre. Alors, c'est Sandrine, toi. Ça, c'est sur la même réunion, mais normalement, on devrait pouvoir écrire. Alors, moi, je vous laisse faire parce que je ne peux pas, moi, je peux pas avoir les deux écrans. Je peux pas écrire dessus. Il n'y a que moi qui peux écrire dessus. Non, on peut voter, on peut lever la main. Enfin, on peut sinon lever la main artificiellement dans Teams. Hein. Et on enlève une fois qu'on a voté. Donc, je pense qu'on a identifié deux termes. On a identifié légende informative et légende explicite ou explicative, non explicite, qui penche plutôt pour légende informative. Et là, je vous laisse me dire hein, parce que je ne vois rien. Alors moi, je suis pour légende informative. Alors on a du coup 4 légendes informatives. Et légende explicite. Alors il faut rebaisser la main pour. Ouais. Attends. Bon, on n'en a qu'un. Bon, donc on peut rester sur légende informative. Ouais. On a ensuite bid manager. Alors ça, c'est un terme qui va être souvent employé. Je pense que c'est peut-être plus facile de traduire. Pour la plupart d'entre nous, c'était soit gestionnaire des offres, soit gestionnaire de l'offre. Alors, enfin, du coup, moi, j'aurais une question, parce que justement, une question qui me tardait depuis longtemps, et jamais eu vraiment la réponse. Parce qu'il y a bid manager et il y a proposal manager. Moi, ce que j'en comprends, c'est que le bid manager est quand même une fonction plus large, je dirais vraiment du début de la détection d'opportunités jusqu'à la fin, alors que le proposal manager est vraiment plutôt dans la rédaction de la proposition, enfin impliqué dans la rédaction de la proposition, sur un laps de temps plus court. On est bien d'accord sur cette compréhension déjà? Ouais, d'autant plus au sens de la PMP. Au sens de la PMP, c'est vraiment cette distinction. Tout à fait. Ouais. Et la définition, au sens de la PMP, elle est dans la colonne B. Comme ça, on voit bien, effectivement, responsible for managing a bid, depuis la qualification jusqu'au contrat, enfin l'obtention du contrat. Et du coup, donc question subsidiaire, dans votre tableau Excel, vous prévoyez de traduire les deux? Oui. Bonne question, oui, on a là aussi, oui. Parce que après, quel terme en français est plus général, entre offre et proposition? Enfin, c'est la difficulté. Ouais. Toute la non, mais difficulté, je sais, je sais qu'on a. Exactement. C'est un problème récurrent. Après, il y avait une question qu'on s'est posée, c'est bid manager. Est-ce que finalement en français, on n'utilise pas aussi ce terme bid manager et tout le monde sait ce que c'est? Auquel cas, est-ce qu'il faut pas le garder tel quel? Ouais. Exactement. Et finalement, est-ce que ça ne parle pas plus de garder bid manager? On n'est pas forcément, effectivement, pour tout traduire, forcément. Mais il faut essayer de trouver l'expression, le terme qui va parler à tout le monde. Personnellement, avec mes clients qui sont, eux, francophones, souvent, ils ne comprennent pas c'est quoi un bid manager. Lorsque je commence à expliquer, soit ils disent « Ah, alors, gestionnaire d'offres », soit ils disent « responsable des enchères ».
Des enchères. Ouais, c'est les juristes qui parlent d'enchères. Voilà. Ok. Mais responsable aussi, ça revient. Moi, j'ai regardé un petit peu dans les types de postes des personnes qu'on peut trouver sur LinkedIn ou ailleurs qui gèrent des appels d'offres. Enfin, en tout cas, des réponses aux appels d'offres. Et souvent, ce qui revient, c'est soit gestionnaire, soit responsable. Ouais, alors, du coup, si le bid manager donc, a vraiment, pour moi, est bien responsable de l'offre du début à la fin, ça serait plutôt responsable que gestionnaire. Et éventuellement, garder le terme gestionnaire pour le proposal manager. Responsable des réponses aux appels d'offres, alors ça serait peut-être. Nous, en l'occurrence, on utilise, dans nos procédures internes, on utilise responsable d'offre. Pour une offre spécifique, il y a un responsable qui est nommé. Et qui fait tout ce qui est défini ici. Et qui, oui, dans l'ensemble, qui porte l'offre du début à la fin, ça correspond bien au bid manager. Mais ce qu'on appelle bid manager, c'est plutôt le proposal manager en l'occurrence. J'aime bien responsable des réponses aux appels d'offres. Ça ajoute cette notion, ça donne une certaine envergure, malgré le fait que parfois le bid manager traite, par exemple, des demandes de gré à gré avec des clients sans un vrai appel d'offres, mais peut-être pour un client ou quelqu'un qui n'est pas du métier, il aura une meilleure idée de la fonction si on ajoute la notion d'appel d'offres. Oui, mais justement, la notion d'appel d'offres, pour moi, elle sera plus sur le proposal manager. Et là, par contre, responsable. Responsable alors c'est pas facile. Après, la difficulté, c'est que le terme va être utilisé aussi donc, dans toutes les traductions, dans les articles du PDF Page. Vaut mieux qu'il soit court, C'est la je suis d'accord. Et dans tous les cas, on aura aussi un glossaire qui viendra préciser la définition qu'on met derrière le terme. Peut-être qu'effectivement, ce sera dans cette définition-là qu'on pourra développer et détailler la réponse. Moi, ce qui m'embête un petit peu dans le D, quand on dit responsable des réponses aux appels d'offres, c'est que ça me donne l'impression que c'est plutôt la personne qui va encadrer des bid managers. Qui va chapeauter tout l'ensemble des réponses, parce que quand on est bid manager, on va pas forcément gérer toutes les réponses, on va être responsable de certaines réponses. Si on prend la traduction, bid manager is responsible for managing a bid. On parle bien d'une proposition spécifique. D'où, je reviens responsable d'offre. Moi, ça me paraissait correspondre le mieux à la définition APMP de bid manager. Responsable de l'offre, responsable des offres. Ou de l'offre. D'offre au singulier. Responsable d'offre. Ouais, de l'offre ou d'offre au singulier. C'est vrai que c'est plus court, c'est déjà mieux. Hein. Responsable, hop, je le mets 3F du coup. Responsable d'offre, c'est un peu gestionnaire de l'offre. Dans le secteur IT, on utilise beaucoup le terme avant-vente aussi, je sais pas, mais je pense que c'est pas forcément connu dans tous les secteurs d'activité. Mais dans ce cas, c'est traduit par responsable avant-vente. Mais je sais ça pas existe aussi, oui. Ouais. Après, pour moi, la partie responsable avant-vente, ça touche aussi la partie technique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je travaille aussi dans l'IT et ça, par exemple, moi, mes avant-ventes, c'est des techniciens hyper avancés où je ne pourrais pas travailler comme ils font, mais après, c'est une collaboration avec eux. Donc ça emmène peut-être un petit peu d'ambiguïté au terme. Ok. Et si on met responsable de l'offre, c'était pas mal aussi. Hein, mais, je pense qu'on tient le truc là, mais... Non, mais ou de l'offre, pour marquer que c'est bien l'offre, on parle bien d'une offre spécifique. Ouais. On peut rester là-dessus et puis on reviendra si ça nous embête, parce que je pense que cette partie-là, elle est quand même importante. Alors ensuite, on a Bidder Comparison Matrix. Alors, le terme qu'on a trouvé général, on a trouvé matrice de comparaison des offres. On se place du côté du client. Hein.
Est-ce que vous avez des remarques ou... Je pense que celui-là est plus facile. Pour avoir une analyse des offres, c'est aussi une matrice d'évaluation des offres, mais je pense qu'on peut rester sur comparaison pour être au plus proche de la traduction. Ouais. Tout le monde est d'accord ou évaluation, c'est pas mal aussi? Évaluation, j'aime bien aussi. Ouais. Matrice. Évaluation. Ça fait plus francophone que... Enfin, ça fait plus français que l'autre fait plus traduction, effectivement. Ouais. L'évaluation des offres. Okay. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu trop... J'ai l'impression qu'on est côté acheteur, côté donneur d'ordre. Mais on est côté acheteur. C'est l'acheteur qui compare. Ben, en fait, j'ai une compréhension un petit peu différente. Pour moi, la Bidder Comparison Matrix, elle est aussi utilisée par un soumissionnaire pour choisir sa stratégie de réponse et pour se mettre à la place de concurrents ou pour challenger différentes stratégies de réponse et pour pouvoir définir la stratégie de réponse avec laquelle il a le plus de chances de gagner. Et du coup, si tu regardes la définition de... Pardon, je te coupe, Peggy. Mais la définition de la PMP, tu vois, c'est un outil qui est utilisé... The customer current, c'est la perception du client. Ouais. Donc, c'est le client. Mais on est bien d'accord. Mais en fait, c'est sur la page du BOC qui parle de cette Bidder Comparison Matrix. En fait, il est... De ma compréhension, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais de ma compréhension... Il y a Elodie qui a la même compréhension que toi. Qui ouais, il faut se mettre... cette étape consiste à se mettre dans la peau du client pour essayer d'évaluer, si on était à la place du client, pour différentes stratégies de réponse possibles, quelle note le client nous donnerait et quelle note il donnerait à des concurrents. Et une fois qu'on a fait cet exercice, on obtient à l'arrivée une note globale pour différentes stratégies de réponse pour nos concurrents identifiés, qui permet d'identifier les points forts qu'il va falloir mettre en avant, les points faibles qu'il va falloir mitiger et la stratégie de réponse qui va maximiser les chances de gain. Donc, toi, tu l'entends du point de vue de celui qui soumet une offre. Ouais, du coup, le terme comparaison, pour moi, reste plus... Enfin, quelque part... reste adapté aux deux. Reste plus adapté, ok. D'accord, ok, bonne remarque. Matrice de comparaison. Et du coup, peut être pris soit du côté du client, soit du côté des soumissionnaires. Oui. Ok. Tout le monde est ok ou... Non, oui, ça me va. Ok. Alors ensuite, on a Capture. On revient à Capture, hein, encore Caption, Capture. Ah, ça, c'est un terme qui va revenir souvent en plus. Ouais. Alors en fait, c'est Capture partout. Donc là, il y a du boulot. Voilà. On est dans la phase d'identifier des opportunités. C'est assez grand d'ailleurs. C'est... Ouais. Est-ce que c'est un terme que vous connaissez déjà, que vous avez entendu ou... Enfin, pour vous, plus que la définition écrite, ça serait quoi votre définition de... Parce que est-ce que c'est pas tout simplement opportunité ou on parle de quelque chose de plus... Sur l'identification des opportunités, l'analyse de l'environnement, etc. Mais moi, j'avoue que c'est pas super clair pour moi non plus. Hein. Donc, je n'utilise pas comme ça et j'ai plus des termes. Ouais. C'est plus large qu'une seule opportunité pour moi. Ouais. D'accord. C'est limite le count plan qu'on fait pour cibler un client particulier et voir comment on va pouvoir... Potentiel. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait de terme en français qui existe. Je pense qu'en français, il faudrait plusieurs mots. C'est ça. Ouais. On a choisi qualification. C'est business development. Ouais, oui, ça serait business développement à ce moment-là. Ouais. La qualification, mais c'est aussi toutes les actions qui vont être mises en place en amont, comme mis dans la définition, pour pouvoir se placer en situation de
favoris auprès du client. Donc, c'est pas juste faire la qualif, c'est au-delà de la qualif, c'est faire les actions en amont pour se positionner le mieux possible. Mais traduire ça par un mot, c'est compliqué, je sais pas faire. Après, on peut choisir de le traduire en français par capture et parce que je suis pas sûre enfin, c'est vraiment une définition de la PMP là, de la capture qui est faite. Donc après, on peut choisir de dire en français, on utilise le terme capture et on pourrait très bien laisser capture effectivement et en revanche donner les domaines, donner ici les qualifications plus telle action, plus telle action, plus telle action et dire voilà tout ce que ça comprend pour clarifier peut-être. Ce sera la définition qu'il faudra travailler. Ouais. Donc ça serait qualification plus. Il y a business development, mais bon après on est toujours sur de l'anglais, hein, mais ouais. Qui est dans le chat là, il y a Shadi et Elodie qui. Qualification plus. La qualification, c'est la préparation, c'est définition de la stratégie, c'est tout ça. Hein. Qualification, pour moi, on a déjà une opportunité et on va la qualifier. Ouais, voir si on peut y répondre. Pour moi, c'est qualification. Pour moi, c'est après. Déjà, c'est identification. Positionnement en amont. Identification, positionnement. Positionnement en amont, ouais. Il y a Carmen qui dit « Je pense que capture avec une définition solide sera plus efficace au quotidien qu'une périphrase lourde. » Bien. Donc, on est bien sur la identification, positionnement en amont. Et il y a déjà aussi une stratégie. On va commencer à envisager aussi. Donc, préparation de identification, positionnement. Ouais, le mot qualification que tu avais mis tout à l'heure, tu peux aussi le remettre parce que quand ils mettent assessing the environment, on est quand même dans l'identification de tout l'écosystème qui est autour, les concurrents en place, les partenaires potentiels, etc. Mm-hmm. Et peut-être qu'on peut préciser aussi qu'on est juste avant de recevoir l'appel d'offres. Ce qui pourrait aider aussi, on est dans quelle partie du cycle? Est-ce que ça vous parle ou... Oui, en l'occurrence. C'est peut-être le terme amont qu'il faut préciser, du coup, positionnement en amont de la sortie des appels d'offres ou d'un appel d'offres. On peut peut-être effectivement préciser où on est, puis après dire ce que ça implique, ce que ça comprend. Alors, positionnement en amont de la réception. Où ça comprendrait tout ça, toute cette partie-là. Ouais. Je pourrais peut-être Je sais pas qui est-ce qui essaie de parler, mais on n'entend pas. Vous m'entendez maintenant? Ouais. Il y a un écho, mais on entend, ouais. Pardon, donc je voulais dire développement d'opportunités. Est-ce que ça vous parle? Pas mal. Parce qu'en fait, on développe une opportunité qui pourrait ou pas mener à un appel d'offres. Ouais, moi je pense que la définition plus que le mot effectivement, et je rejoins, je ne sais plus qui disait ça, Sandrine, tu nous as dit tout à l'heure, qui avait écrit dans le chat, mais le fait de se dire où on est positionné et qu'est-ce que ça implique derrière, qu'est-ce que ça comprend comme action, je trouve ça pas mal, je trouve ça clair. Enfin, moi, ça me parle. Une définition solide. Oui. Mais du coup, peut-être reprendre ce terme développement d'une opportunité dans la description. Ouais. En fait, moi, je pensais que vous êtes toujours sur la définition et pas... D'accord. Oui, pardon, je n'avais pas l'écran sous les yeux. Donc, du coup, ici, développement. Développement d'opportunités, ouais.
Moi, je pensais que ça pourrait jouer au lieu de capture, mais apparemment, il y a déjà le consensus sur capture. Voilà. Non, on l'a mis parce qu'on n'avait pas, mais... du coup, j'étais en train de regarder l'article que j'ai lu hier du BOC, qui est Introduction to the Business Development Life Cycle. Finalement, en termes d'opportunités, il est peut-être pas si mal, parce que dans les définitions, typiquement, il parle de opportunity / capture planning. Donc, les deux termes sont un peu associés, et cette phase de capture, elle est peut-être pas si large que celle qu'on définit. Je pense que c'est vraiment déjà avec une opportunité spécifique qui est déjà identifiée, voire qualifiée. Opportunité, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Ouais. Capture, ça porte une action, alors que opportunité tout seul, ça porte pas d'action. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je me disais, mais en fait, regarde, en relisant, on a capture et ensuite on a capture planning. Et capture planning, c'est un process, c'est une action. Capture tout seul, c'est la question que je me suis posée aussi. Identification d'opportunité, mais c'est long après, donc... Ouais, après, dans la phrase en dessous, qui commence par capture planning, tu as implementing winning strategies to capture a specific business. Et du coup, là, il est utilisé en tant que verbe. Oui, parce qu'il y a capture planning. Ouais. Oui, c'est pas forcément... c'est pour ça que c'est pas évident. Et si on laissait capture et qu'on met, qu'on laisse la définition pour l'instant, et puis à chaque fois qu'on aura capture, on peut aussi mettre quelque part un astérisque, et puis redire où on se positionne. Hein. Alors, on mettra justement on mettra un glossaire avec la définition exacte. Non, mais je pense l'idée première de garder capture et puis de bien travailler la définition, c'est encore le meilleur. C'est peut-être le meilleur choix. Ok. On a content plan. Voilà, on a plan de contenu, plan du contenu. Donc là, on est dans une phase après, on va dire. J'aime bien la notion l'idée de positionner à chaque fois où on est dans l'étape du cycle, dans le cycle de vie de l'opportunité, je trouve, de l'appel d'offres. Est-ce que plan de contenu, ça parle à tout le monde ou... Moi, je l'utilise pas, pour être honnête, mais ça me parle. Non, enfin, je vois tout à fait de quoi on parle. Après, content plan, ça me parle bien, mais en français, c'est vrai que je saurais même pas comment l'appeler. Ça fait toujours bizarre. En fait, on est tous à l'aise en anglais. En français, moi, j'utilise généralement le terme trame de réponse ou template. Ouais, trame, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Mais ça va. En fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que la trame, ça va plus être sur la structure et la forme du document, alors que le content, on va plus être sur quel contenu on doit trouver à quel endroit. Et quand on regarde la définition, a guide and framework, pour moi, la trame, c'est le framework. Ouais. Trame de contenu ou trame de... Moi, dans mes trames de proposition, je décris un peu le contenu attendu. Oui. Après... Trame de la proposition. Est-ce qu'on parle plutôt d'un plan, puisqu'on parle de stratégie aussi? Il reste peut-être un plan d'offre, mais une stratégie de l'offre. Plan stratégique de l'offre. Ça fait un peu long. C'est pas tout à fait la même chose pour moi. Ouais. Le plan stratégique de l'offre, ça va plutôt être l'identification des messages qu'on veut faire passer, des actions qui vont être mises en place. Ça l'est là, quand on regarde la définition pour moi. Oui, mais ça va aussi. Là, pour moi, on est une étape d'après. Ouais. Moi, trame, ça m'allait bien. Je trouvais trame de contenu ou.
Trame, je pense que c'est encore ce qui réfère plus. Après, le mieux, peut-être. Trame de contenu, trame de l'offre, trame, j'avoue, quoi, le trame de quoi, je sais pas trop, mais trame, je pense que c'est encore ce qui est plus parlant. Ouais. Ok. Alors ensuite, on a Content Planning Worksheet. Alors, guide de planification de contenu. Et on n'a pas la définition, là, par contre. Non, je n'ai pas trouvé. Fiche de plan de contenu, Mais après, au sens de la PMP, il me semble que c'est juste en gros, une fois qu'on a fait notre trame de contenu, du coup, on fait des fiches séparées pour planifier, pour donner à certaines personnes. En fait, ouais, parce que votre compréhension, c'est quoi? Ça serait la tâche allouée à chacun des rédacteurs ou des participants? Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est une fiche pour chaque contenu qui a été identifié, qui doit être fait, une fiche qui définit ce qu'on doit faire. Tu avais mis d'ailleurs fiche de plan de contenu. Je pense que c'est toi, Sandrine. Ouais. Je pense que la définition sera pas mal aussi à côté. Donc, fiche de... Alors, comme on n'a pas mis plan de contenu, on avait mis trame. Il faut que ça parle à... Parce qu'on a content plan, content planning worksheet. Il faudrait peut-être qu'il y ait un lien entre les deux. Ouais. Du coup, là, ça va être plus compliqué. Fiche de planification de la trame. Ça devient compliqué. En même temps, on ne va pas l'utiliser tout le temps, celui-là. Il faudrait quand même voir dans le contexte d'utilisation de ce terme ce qui correspondrait mieux. Je pense que ce terme, il est sorti parce que l'une d'entre nous a dû traduire un article dans lequel c'est sorti, non, je pense. Ouais. Okay. Ouais, peut-être que du coup, en se resituant dans le contexte, ce sera plus facile. Parce qu'honnêtement, moi, je vois pas. Enfin, je me dis, ça peut être interprété de plusieurs manières différentes. On peut le parquer et puis refaire un point, remettre un peu de contexte dedans pour sur les dessus. Alors, Executive Summary, ça c'est super important. Je pense qu'Executive Summary, ça parle à tout le monde. Mais alors, dès qu'on va le traduire, on va avoir résumé, voilà. Enfin... Bah non, c'est plus qu'un résumé, c'est... Je trouve le plus correct, personnellement, c'est long, mais résumé à l'attention de la direction. Moi, j'utilise le terme synthèse décisionnelle. Ouais, joli. C'est pas mal aussi. Sommaire exécutif, ouais. Alors, on a synthèse. Ouais, synthèse, je pense que synthèse, c'est mieux que synthèse, c'est bien, ouais. Ouais. On a Carmen et Elodie qui sont pour aussi. Synthèse décisionnelle? Ouais, pour synthèse décisionnelle. Pas mal. Oui, bon, oui. Peggy, un point. Je sais plus où je l'ai entendu pour ce terme. Je l'ai pas inventé. Je suis pas. C'est pas moi le faire. Je sais plus où je l'ai trouvé, mais. Ah, c'est bien. Bon, ouais, rapide. On a Ghost Competition. Yeah. Et donc, c'est quoi? Competitors are not named, ghosting and... Alors, moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas du tout. Je suis en train de regarder où on se place quand on... En fait, c'est dans l'offre, dans notre rédaction d'offre, une façon de présenter les choses qui met en lumière les faiblesses de la concurrence et qui minimise les forces de la concurrence. Donc, c'est une analyse. Donc, c'est ça, hein, faut trouver un nom, pas un verbe. Le terme, c'est Ghost Competition ou Ghost Competitor? Ghost Competition, ça a été noté Ghost Competition. Ah ouais, mais ça revient un peu au même parce que dans un cas, c'est les concurrents et de l'autre, c'est la concurrence. Mais
Et je pense que dans la PMP box, c'est un verbe, c'est dans l'idée de to ghost competition. Donc, il fait référence sans vraiment les nommer, quoi. C'est un peu mettre dans l'ombre les... Enfin, ouais, je sais pas. Je suis C'est un verbe, d'accord. c'est plus facile. C'est un verbe suivi de soit la concurrence ou les concurrents et on va trouver le verbe qui va bien. Et c'est un peu ce qui a été mis là par Sandrine ou Delphine, décrédibiliser ou désamorcer, c'est un peu ça en fait. Après, dans le terme décrédibiliser, il y a une connotation c'est un peu fort, je trouve. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'elle avait rajouté subtilement entre parenthèses. Peut-être déprécier subtilement. Ou... Amoindrir. Amuser ou un truc comme ça, la concurrence. Amoindrir la concurrence, ouais. C'est l'idée, ouais. Après, c'est... Ouais. On part sur l'idée d'un verbe, je pense que c'est plus facile. Ouais. Désamorcer, ça parle à personne. Déprécier, je pense que c'est... ça n'a pas forcément... Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Enfin, c'est réduire... c'est réduire ça, et ça a moins le côté péjoratif que décrédibiliser, quoi. Déprécier la concurrence. Moi, j'aime bien la notion d'amoindrir, mais c'est pas très joli, amoindrir la concurrence. Ouais. Donc, dépréciation de la déprécier. Déprécier, c'est pas mal, déprécier. J'ai l'impression d'être un peu en bourse, mais... Ok, bon. Et, ouais. Il est 1h45. Ah, disons, ça passe vite. Ce qu'on peut vous proposer, sinon, c'est de partager cette liste et puis que chacun peut-être envoie son retour. Ou on peut continuer encore un peu si vous voulez, mais on avait des news à vous donner aussi, donc... Ou alors on peut partir sur les plus... se donner encore peut-être 2-3 minutes sur les termes les plus courants. Est-ce que ça va à tout le monde? Mais déjà, oui, pour la question, donc traiter ça en offline, pourquoi pas volontiers. On fait ça en équipe, chacun de son côté, pourquoi pas. D'accord. Parce qu'il y a Carmen qui va devoir se déconnecter sur le chat. D'accord. Donc, ok, on va faire comme ça. Ce que je vous propose... Alors, pour la suite, on avait quelques news à vous donner. On va vous envoyer je pense qu'on va faire ça sous forme de doodle avec vos adresses mail et puis on mettra les termes et vous pourrez répondre, on va voir. Et aussi, on avait formé des comités à deux, peut-être que ça serait plus facile aussi ensuite pour avancer sur des thèmes, des articles qu'il faudrait traduire. Donc, si ça vous va, on peut partir sur ce principe-là. Choix du prochain thème de webinaire, on en a parlé, donc encore une semaine pour voter, hein, n'hésitez pas. Et puis, quelques nouvelles de la PMP. Je crois qu'on est à peu près pour l'instant à 30 adhérents. Hein. Sandrine ou Peggy? Peut-être plutôt Peggy. Oui, on est à 30 adhérents. Alors, j'ai pas vérifié là, ces derniers jours, mais en tout début de semaine, on était à 30 adhérents. Ce qui est déjà pas mal. Merci à tous pour ça. Et puis juste pour information aussi, on a la date du prochain la prochaine conférence, BitConference à Amsterdam, c'est début juillet. Je dis qu'on a la date, mais en fait, je ne l'ai plus en tête, mais c'est tout début juillet, donc ça sera en présentiel si on peut, et sinon, ça sera sous forme digitale, si vous voulez l'information. Et puis, il y a eu également aussi, pour la première fois, mi-février, le premier meeting organisé par Rick, Tony Round et puis c'est Rick Harris. Voilà, avec plusieurs chapters d'Europe, donc un rendez-vous qui va être mensuel pour échanger des bonnes pratiques, pour parler de différents sujets, pour échanger sur voilà, ce qui marche pas. Et donc, on avait le chapter de Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, les pays nordiques aussi, et puis la France,
Et donc, on a pas mal échangé aussi sur comment mettre des outils techniques comme des sites internet ou des supports pour les webinars en commun pour se décharger aussi de toute cette partie. Donc voilà, sachez qu'il y a aussi des réunions au niveau des réunions mensuelles au niveau européen qui sont lancées. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, avant de terminer sur cette partie, enfin sur ce thème d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions particulières ou des points que vous souhaiteriez aborder ou des questions? Moi, j'ai une question. Comment on peut adhérer, avec qui on prend contact? Alors, Peggy, je te laisse répondre. Il faut adhérer sur le compte de l'APMP. Et au moment où vous faites votre adhésion, vous choisissez le chapter auquel vous voulez être attaché, parmi les chapters qui sont disponibles. Mais l'adhésion se fait au niveau de l'association APMP. Oui, très bien. Il y a plusieurs types d'adhésion possibles. L'adhésion individuelle, là vous adhérez en votre nom, ou l'adhésion corporate, où c'est une adhésion pour un groupe de personnes, généralement les personnes d'une même société, avec une adhésion, mettons, pour 10 personnes. Et ensuite, au sein de la société, les 10 adhésions sont réparties sur les différentes personnes et peuvent être plus facilement interverties quand des personnes partent. Et ça donne lieu aussi à un tarif plus avantageux et l'accès à des certifications plus avantageuses. Très bien. Mon organisation a une adhésion corporate, mais un autre chapitre, c'est le chapitre allemand, je pense, DACH. Mais je changerai, je prends l'adresse mail apmpfrancophonie@gmail.com et j'enverrai peut-être mes questions pour ne pas déranger les autres personnes de cette séance. Comme ça, on verra si on peut faire quelque chose d'intelligent pour mon équipe. Si vous allez sur le site web apmp-fr.org, dans l'espace membre, c'est noté, en fait, vous avez juste un mail à envoyer à membership. Il y a une adresse mail pour changer de chapter. Ok. Et si vous êtes déjà adhérent via votre adhésion corporate, vous pouvez juste envoyer un mail à membership@apmp.org, comme j'ai un doute, je pourrais vous communiquer l'information, pour juste demander le changement de chapter. Et vous pouvez, dans une adhésion corporate, avoir certains membres qui adhèrent à un chapter et d'autres membres qui adhèrent à un autre chapter. Très bien, merci. Ouais. D'autres questions? Non. Sandrine, peut-être une précision, Anne, qui peut être apportée. On a déjà le thème aussi du webinaire suivant qui sera début mai et qui sera synthèse décisionnelle. Synthèse décisionnelle. Exactement, sur l'exécutif summary, donc la synthèse décisionnelle et qui sera animée par Hilda, que vous avez vu tout au début d'aujourd'hui, de ce meeting d'aujourd'hui. Voilà. Toutes les dates sont sur le site également, donc n'hésitez pas, et puis contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Voilà. Magnifique, c'est gentil, merci. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère que c'était intéressant pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous renvoyer vos feedbacks, vos commentaires. Vous avez le site sur la page sur LinkedIn, vous avez le site internet et on répondra avec grand plaisir. Et puis merci pour votre contribution d'aujourd'hui et à venir. Voilà. Okay. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne continuation, bon week-end. Au revoir. Au revoir.